d'abord, on va se présenter. Nous sommes 3 pour vous accueillir. Je commence, même si c'est pas très poli, mais voilà. Donc, je suis Gaëlle Pérodin, la directrice depuis 3 ans de l'école d'architecture de Nancy. Donc, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir. En quelques mots, voilà, pour que vous me connaissiez un peu mieux. Donc, je suis moi-même architecte de formation. J'ai travaillé d'abord dans le privé. J'ai passé le concours d'architecte urbaniste de l'État. Et avant de prendre la direction de l'école, j'étais architecte des bâtiments de France. Voilà, bienvenue encore à vous. Et je passe la parole à mes collègues. Donc... Merci, bonjour à toutes et à tous. Et voilà, encore merci de votre venue dans notre école. Donc, je suis Olivier Pizan, secrétaire général de l'école. J'assiste la directrice dans ses missions et j'ai plus particulièrement la charge de l'organisation des équipes administratives. Donc, nos 50 collègues qu'on appelle ATS, administratifs, techniques et scientifiques. Et puis aussi, bien sûr, avec nos collègues enseignants. Donc, nous avons 55 enseignants permanents et une cinquantaine, voire plus, d'intervenants extérieurs. Et donc, toutes ces personnes, toutes ces équipes sont là pour le bénéfice et faire en sorte que les conditions de travail des étudiants à l'école soient les meilleures possibles. Bonjour, je suis Lara Kelsen, la responsable du service scolarité. Donc avec les relations internationales, on a un service de 8 personnes chargées de suivre les étudiants depuis leur candidature jusqu'à leur diplôme. Et je suis particulièrement chargée de toutes les procédures d'admission. Donc j'imagine que vous aurez peut-être des questions ou pas à l'issue de la conférence. Voilà, merci. Alors, je vous propose une conférence en 3 temps. D'abord, on va parler de l'école d'architecture de Nancy elle-même, dans son réseau d'écoles, parce que voilà, on nous demande souvent quelles sont les particularités de l'école d'architecture de Nancy parmi les autres. Donc, on va essayer de vous décrire notre école le mieux possible. Dans un second temps, on va rentrer dans le cœur du cursus pour que tout un chacun vous compreniez bien en quoi consistent les études d'architecture. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra peut-être échanger sur un temps de questions-réponses sur Parcoursup, sur les candidatures, sur peut-être les profils que nous attendons dans cette école. Et enfin, un petit point perspective que je ne faisais pas avant, mais j'avais quand même pas mal de questions, notamment des parents, qui sont bien sûr inquiets ou en tout cas se questionnent sur les débouchés, l'insertion professionnelle à l'issue des études en architecture. Voilà. Alors, concernant notre école, donc... je pense que vous savez qu'il y a 20 écoles d'architecture en France, 20 écoles nationales supérieures d'architecture, 20 ENSA, donc Nancy est l'une d'elles. Il y a aussi 2 autres écoles qui forment des architectes, l'école spéciale d'architecture à Paris, qui est une école privée, et l'INSA à Strasbourg, donc, qui fait partie du réseau des INSA, donc Institut national des sciences appliquées. L'INSA de Strasbourg est la seule INSA qui, en plus de former des ingénieurs, forme également des architectes. Donc, notre école est issue de ce réseau-là. Je tiens vraiment à préciser que l'objectif, c'est de travailler en réseau. Il n'y a pas une forme de concurrence entre les écoles. Simplement, voilà, chacun doit trouver sa place dans l'école qui lui convient, tout simplement. Et on travaille même entre nous au sein de ce réseau sur l'évolution de la formation, sur des questions de fond. Voilà, on travaille en particulier les 20 ENSA. Et donc nous sommes sous tutelle du ministère de l'enseignement supérieur comme tous les établissements d'enseignement supérieur, mais notre tutelle principale est le ministère de la Culture, ce qui est une particularité de la discipline de l'architecture. Au-delà donc de ce réseau national, l'ENSA Nancy est aussi bien implanté et bien visible dans un autre réseau national qui est la conférence des grandes écoles, où là on partage des sujets de fond aussi, comme la transition écologique, l'inclusion, des choses comme ça, des thématiques importantes comme celle-là avec les autres écoles de la conférence des grandes écoles. Donc c'est essentiellement des écoles d'ingénieurs, mais aussi de commerce, etc. Donc c'est un réseau qui est aussi intéressant.
Et localement, on a la conférence des grandes écoles Poincaré qui regroupe beaucoup de grandes écoles du Grand Est, ce qui nous permet d'être visibles vis-à-vis notamment de la région pour des partenariats, des financements, etc. Autre partenaire important, l'Université de Lorraine, évidemment. Donc on n'est pas une composante de l'Université de Lorraine, mais on est un établissement public indépendant conventionné avec l'Université de Lorraine, ce qui nous permet d'avoir accès à un certain nombre de services comme la médecine universitaire, le sport universitaire, et puis tous les autres services d'écoute, de psychologie, tout ce que peut proposer l'Université de Lorraine en termes de santé notamment. Ça a été un relais très 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 précieux pendant la crise sanitaire notamment. Et puis le Crous qui nous relaye aussi sur les questions de suivi sociaux, la restauration et les logements. Voilà. Donc on fait partie d'un petit campus, comme vous avez pu sans doute le voir. Donc on est situé sur ce quartier rive de Meurthe et on partage un ensemble, un petit campus. On est 3 écoles. Il y a 2 autres écoles d'ingénieurs, l'EIGM, l'école d'ingénierie des matériaux, génie des matériaux, et le NSGSI, qui est une école d'ingénieurs également, un peu plus généraliste, avec qui forcément on travaille. On a notamment des ateliers pluridisciplinaires avec ces 2 écoles d'ingénieurs qu'on appelle les ateliers Gaïa. Et puis on peut avoir ponctuellement des actions. La vie étudiante aussi peut être en lien avec ces 2 écoles d'ingénieurs. Et avec ce campus, on bénéficie de services tout à fait proches, avec une résidence universitaire, en tout cas des logements étudiants tout proches et un restaurant universitaire également. Donc, ce qui est très appréciable. Au-delà de cette vie universitaire, ce micro-campus, en fait, c'est un atout d'être situé en centre-ville. On est à 10 minutes à pied de la place Stanislas. Les étudiants peuvent bénéficier de tout l'attrait culturel aussi de la ville. Nancy est une ville très riche et en plus avec des propositions de spectacles, de scène nationale vraiment en cœur de ville. On est à 2 pas, nos voisins c'est le Ballet de Lorraine, à 2 pas de l'Opéra, le Musée des Beaux-Arts, le théâtre, il y a le cinéma également, donc c'est aussi important d'avoir ça en tête, c'est une vraie richesse. Et au-delà de ce que ça peut apporter en dehors des études, il faut savoir qu'on a des partenariats avec ces organismes culturels. Là, peut-être que vous avez déjà vu l'exposition Exploration Architecture Impossible, qui fait référence à l'exposition Musée des Beaux-Arts Architecture Impossible. Et là, très clairement, on a un partenariat tout à fait intéressant et très étroit avec le Musée des Beaux-Arts. Donc, vous voyez que potentiellement, ça nourrit en fait le parcours et le cursus de notre école. Alors, pour rester sur les partenariats, en plus de ceux que je viens de nommer, donc de manière très logique et évidente, on travaille forcément avec l'Ordre des architectes pour tout ce qui est insertion professionnelle, évolution de la profession, avec les CAUE, donc les conseils pour l'architecture, l'urbanisme et l'environnement, qui est un service du conseil départemental. Les agences d'architecture, on travaille aussi avec les entreprises privées. À la fois, ils peuvent être financeurs, mais aussi potentiellement peuvent accompagner certains projets. Et puis, bien sûr, j'en ai parlé un petit peu, la région, le conseil départemental et les collectivités locales. La DRAC, donc, c'est la Direction régionale des affaires culturelles, donc c'est les services déconcentrés du ministère de la Culture, donc forcément, c'est aussi un partenaire naturellement étroit avec l'école. Alors, à l'étranger, on a aussi des partenariats structurants
J'ai cité le Luxembourg. Pourquoi ? Parce que il faut savoir qu'il n'y a pas d'école d'architecture au Luxembourg, donc de fait, à la fois pour l'insertion professionnelle, on a voilà, un certain nombre d'étudiants qui vont travailler là-bas, mais aussi on a potentiellement des ateliers de projet qui se font sur ce territoire-là ou sur le transfrontalier. L'école d'architecture de Nancy a cette particularité-là d'avoir accompagné depuis le début la création d'une école d'architecture à Rabat. Donc on a aussi là on va dire des échanges tout à fait étroits avec cette école-là. Et nos enseignants aussi partent enseigner à Rabat sur des semaines intensives. L'école de Waterford et toutes les universités qui sont liées aux échanges Erasmus. Alors, l'école d'architecture de Nancy, si on voulait la distinguer ou si on voulait comprendre ses spécificités par rapport à d'autres, ça commence peut-être par son histoire. Alors, l'histoire commune de toutes les écoles d'architecture, c'est que au départ, on formait les architectes à l'école des Beaux-Arts. Et depuis les années 70, donc sous le ministre Malraux, l'architecture a été, l'enseignement en architecture est devenu indépendant. On a créé les unités pédagogiques, donc ça a été forcément le cas à Nancy. Et à Nancy, ce qui fait écho quand même, c'est que la formation en architecture est issue de l'école de Nancy telle qu'on la connaît, telle qu'elle peut faire écho de manière internationalement avec l'Art Nouveau et tout ce qui fait un peu écho à cette histoire-là. Dans les années 70, du coup, l'école d'architecture est partie à Villers-lès-Nancy et ça a été un véritable choix de conforter déjà une école d'architecture à Nancy, ce qui n'était pas forcément évident en province. Il y avait Paris qui faisait un petit peu de l'appel du pied. Mais la collectivité, à ce moment-là, a tenu à garder une école d'architecture à Nancy, et voire même de la développer, parce qu'elle était un peu trop petite à Villers. Et donc, il y a eu un partenariat et un accord avec localement et le ministère pour créer une nouvelle école d'architecture dans ces locaux-là, où nous sommes aujourd'hui, dans les années 90. Pour accueillir une école qui était à peu près de 500 étudiants à l'époque. Donc ce bâtiment-là a été conçu spécifiquement pour les études en architecture, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc c'est une chance. L'architecte est Livio Vacchini, c'est un architecte qui est mort maintenant, mais qui en tout cas est connu dans l'architecture tessinoise, qui est un mouvement qu'on apprend dans l'histoire de l'architecture. Le Tessin, c'est une petite province du sud de la Suisse. Voilà. Alors, dans l'histoire, ce qui est important aussi, ce qui va donner, on va dire, une certaine couleur ou les thématiques qu'on va aborder dans l'école, ça va être la recherche. Et donc, à Nancy, la recherche en architecture est arrivée assez tôt, dans les années 70-80. Donc, c'est quelque chose qui est ancré quand même de longue date dans l'école. Et donc, nous avons la chance de disposer de 2 laboratoires de recherche sur des thématiques très différentes. Donc, ce qui fait encore là une richesse, mais des thématiques qui peuvent se rejoindre malgré tout. Donc, on a le laboratoire du Lac, qui est le laboratoire d'histoire d'architecture contemporaine, qui maintenant a un H supplémentaire qui est humanité, parce qu'on ne fait pas seulement de l'histoire dans ce laboratoire, mais aussi des recherches autour de la sociologie, philosophie, les sciences humaines et sociales de manière très large. Et c'est un laboratoire qui est issu en fait du fonds d'archives Jean Prouvé. Je pense que Jean Prouvé fait aussi écho. Il est maintenant internationalement connu. C'est un architecte nancéen, donc qui fait partie de l'histoire du territoire, mais qui rayonne au-delà. Et donc, c'est créé en fait un fonds d'archives autour du travail de Prouvé, et le laboratoire est issu en partie de ça. L'autre laboratoire, c'est le Centre de recherche d'architecture et d'ingénierie.
Et là, pour le coup, on est sur des thématiques de l'innovation numérique, de la modélisation. Voilà, donc à la fois l'histoire, à la fois le numérique. Et pour autant, tout ça peut se croiser parce qu'au laboratoire du CREI, on va travailler sur des outils numériques, certes, mais plutôt au service du patrimoine et de l'existant. Voilà. Et ensuite, alors voilà, simplement vous rappeler que donc nous sommes dans les locaux là actuellement, mais l'école a été fermée, donc on est retourné quelque part aux Beaux-Arts pendant 4 ans, et en fait on est rentré dans nos nouveaux locaux, non, dans nos locaux comment dire, réaménagés, et puis avec des travaux qui étaient nécessaires sur les façades depuis septembre 2021. Alors, quelques chiffres. Nous accueillons donc 700 étudiants aujourd'hui, ce qui est une école, on va dire, dans la moyenne pour les écoles hors Paris, mais les écoles parisiennes sont plus importantes. Voilà, donc les diplômes, je vais revenir dans la partie cursus. On accueille en première année 106 étudiants. Ça vous parle notamment pour Parcoursup, on y reviendra. Les 2 laboratoires de recherche, j'en ai parlé. Alors en plus de ces 2 laboratoires, on a 2 chaires partenariales. Donc là aussi, on est sur la recherche, mais c'est dans une volonté plus de diffusion, de séminaires et de travailler sur une thématique particulière avec des financements qui peuvent être extérieurs, notamment privés. Et donc les 2 chaires de l'école sont la chaire architecture et construction bois, enfin la chaire bois, où donc là on va être sur la thématique vraiment de la construction bois. Alors pourquoi le bois dans notre école? C'est très clairement lié à la filière bois toute proche dans les Vosges. Et voilà, donc d'autant plus aujourd'hui, on va travailler sur les filières courtes, donc c'est assez naturellement qu'on va développer cette thématique-là ici à Nancy. Et la deuxième chaire partenariale, c'est la chaire Nouvelle Ruralité. J'en dirai aussi un mot dans les perspectives parce que on a vraiment besoin, c'est un enjeu fort aujourd'hui de travailler sur les territoires, on va dire, moins denses, ruraux, et on manque beaucoup d'architectes et d'expertise en architecture sur ces territoires-là. Les locaux, voilà, avec quelques chiffres. Simplement, vous avez entendu que cette école était conçue pour 500 étudiants. On est 700 aujourd'hui, donc parfois il faut un peu jouer aux chaises musicales, mais on y arrive, ça reste encore possible. On peut être amené à avoir des enseignements hors les murs, mais qui ne sont pas du tout pour pallier au manque d'espace, mais plutôt pour se mettre dans des conditions professionnalisantes sur le terrain. Olivier avait donné déjà quelques chiffres pour l'administration. Alors au niveau des équipements de l'école et de ce qu'on propose à nos étudiants, donc vous avez peut-être déjà fait le tour, mais voilà, il y a un foyer des étudiants où on peut se restaurer, on peut échanger, où il se passe quelques petites soirées aussi sympathiques. Ils ont aussi une salle à côté pour travailler un peu plus au calme. Le hall leur est complètement dédié pour voilà, c'est un espace de rencontre, d'échange, de ping-pong aussi, voilà. Et puis ils ont à leur disposition un atelier de reproduction pour imprimer leurs planches, pour leur mémoire, pour leurs travaux graphiques. Un atelier SML-XL qui est tout nouveau. On a profité des travaux dont je vous ai parlé pour créer un nouvel équipement à l'école qui est cet atelier maquette pour que les étudiants puissent maqueter dans de bonnes conditions avec du matériel adapté, dont les découpes laser, l'imprimante 3D et puis des appareillages divers que vous pouvez bien sûr visiter aujourd'hui. Des salles informatiques et des salles de manière générale à disposition. Quand une salle est vide, les étudiants peuvent s'y installer pour travailler. La médiathèque est un lieu important pour l'école, déjà même spatialement. Livio Vacchini, l'architecte de l'école, a tenu à ce qu'elle soit au cœur
du bâtiment pour que c'est une volonté que la connaissance se diffuse largement et que les étudiants aient envie de se cultiver et voilà. Donc on a cet espace qui est assez impressionnant avec l'Atrium qui diffuse qui en tout cas prend une grande place au cœur du bâtiment. C'est une des médiathèques les plus importantes parmi les 20 écoles d'architecture. Et on a été pilote cette année pour mettre en place une plateforme commune aux 20 écoles d'architecture, une plateforme de vidéos à la demande et de documentaires avec Arte Campus. Donc on n'est pas seulement sur les livres, mais il faut garder quand même ce lien avec les livres, mais aussi sur des médias plus actuels, on va dire. Et on a aussi un fonds ancien. Voilà. Alors, les études, c'est aussi la vie étudiante. Donc, vous avez peut-être été à la rencontre de nos associations. Donc, on a toutes ces associations-là qui participent aussi à la vie de l'école, à l'ambiance, à tout ce qu'on peut proposer en dehors. Et ça fait aussi partie de la formation, je dirais, des étudiants de s'engager dans l'une ou l'autre association selon les envies, selon les sensibilités de chacun, le parcours de chacun. Donc l'ASOG permet de gérer la cafétéria et puis organise le kit de rentrée pour que tous les étudiants puissent avoir accès au matériel nécessaire à des coûts qui sont négociés, par exemple. Villa Danse Tout Ça, c'est une association culturelle qui permet des sorties, pareil, à moindre coût, dans les musées. Et donc je vous ai dit qu'il y avait de quoi faire à Nancy, l'opéra, voilà, tout ça. L'association sportive, c'est assez clair. Et l'année dernière, ils ont participé aux Archipiades, donc il y a un grand tournoi de toutes les écoles d'architecture en France. Il y a l'Asso Musique qui nous propose des petites soirées musicales et qui répète ici. Solired, c'est une association plus humanitaire qui va avoir des actions pour récupérer des vêtements ou pour éventuellement créer du lien social et travaille aussi avec d'autres associations sur ces thématiques-là. Une association Boîte Noire Photo. Des cupes, alors c'est important en école d'architecture, on va travailler beaucoup avec du carton, avec pas mal, on a besoin de beaucoup de matière pour travailler la maquette, donc eux ils vont être sur la question du recyclage pour que d'une part ça coûte le moins cher possible à nos étudiants, mais aussi qu'on soit dans une démarche exemplaire de récupérer les matériaux. La SAP c'est pour le côté vêtements à l'effigie de l'école. Et l'Asso Gala organise tous les 2 ans un grand gala de l'école où on réunit les administratifs, les enseignants, les élèves et anciens élèves de l'école pour dans un grand temps fort où on fait en général on couple avec la remise de diplôme et puis on fait une soirée en musique et autres. Je vais terminer cette première partie par les valeurs de l'école. Alors on a en fait il y a eu ce temps fort de déménagement et de retour à l'école et on a à ce moment-là ça nous semblait opportun et aussi après la crise sanitaire, après on était encore dedans, mais de collectivement quelles sont les valeurs qu'on souhaite porter aussi bien côté administration, enseignants que étudiants, et on a travaillé sur une sorte de projet d'école que vous pouvez trouver sur notre site internet. Donc là c'est juste une synthèse des grandes thématiques de ce projet-là. Et qu'est-ce qu'on exprime dans ce projet d'école, c'est qu'on veut être dans une école dans le dialogue, et quand on dit dans le dialogue, c'est avec les étudiants, c'est pour eux qu'on est là, et avec une transparence, une communication la plus fluide possible entre l'administration, le corps enseignant et les étudiants. La vie de l'école est gérée par des instances, une commission recherche, une commission formation vie étudiante, une commission pédagogique scientifique, et dans chacune des instances, tout le monde est représenté, notamment les étudiants, et donc l'idée c'est
voilà, c'est qu'on avance quand il y a des évolutions qui sont nécessaires, c'est qu'on avance ensemble collectivement sur ces thématiques-là. Autre chose, ça j'en parlerai aussi un petit peu dans les perspectives. On tient à ouvrir nos étudiants à tous les métiers de l'architecture. Quand on arrive, quand on est peut-être voilà, collégien, lycéen, on se fait une idée qui est vraie du métier d'architecte via les agences, par exemple. Voilà, l'architecte concepteur d'espace, ce qui est tout à fait juste, mais il y a beaucoup de métiers qui s'ouvrent aux architectes qu'on connaît beaucoup moins, et donc l'école d'architecture de Nancy a vraiment à cœur de bien faire comprendre toutes les portes qui peuvent s'ouvrir à nos étudiants à l'issue des études d'architecture, mais pas seulement. On les invite même via les stages à aller voir ce qui se passe dans d'autres organismes que les agences, les collectivités territoriales, les services de l'État, etc. Alors, l'engagement dans un monde en transition, je pense que ça, c'est une évidence. Voilà, on l'est tous, on doit tous l'être, mais ça va mieux en le disant. C'est pas une option, la transition écologique, et je dirais même que l'architecte a les moyens de faire évoluer les choses dans le sens où il est justement responsable de l'évolution du cadre de vie, de l'aménagement du territoire. Et donc, sur ces thématiques-là, on peut vraiment agir en faveur on va dire, d'un avenir plus éco-responsable, plus solidaire sur ces questions-là. Donc, on a plusieurs thématiques. Alors, on a peut-être quelque chose qui est plus questionnant. On parle de transition numérique. Il est évident qu'il faut qu'on fasse avec les nouveaux outils numériques. Mais on est toujours très attentif à faire en sorte que nos étudiants choisissent le bon outil au bon moment. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont dessiner tout au long de leur cursus. Donc, quand je dis dessiner, c'est dessiner à la main avec un vrai crayon. Ça paraît évident, mais parce qu'on a des outils numériques absolument géniaux, enfin voilà, qui peuvent faire tout un tas de choses, ce qui est très très bien, et il faut et on les forme à ça aussi, bien sûr. Hein, on a un laboratoire qui est fait pour ça. Pour autant, on a à cœur qu'ils dessinent tout au long de leur cursus, parce que ça reste le langage commun de tous. Voilà, parfois, quand on est sur chantier, qu'on doit expliquer un détail, le plus simple, c'est quand même le crayon. Donc, on a à cœur de garder aussi ce lien-là avec un outil qui est très simple, qui est le dessin. L'ancrage au territoire est important. Une école d'architecture dans un territoire, c'est plus qu'une école. C'est une école pour former aux futurs architectes, mais c'est aussi un lieu où on va pouvoir participer quelque part à la vie prospective d'un territoire. On va échanger avec nos politiques, on va échanger avec les acteurs locaux qui font l'aménagement du territoire, et une école d'architecture va être source d'ouverture, va être source peut-être de réflexions qui vont participer potentiellement aux réflexions d'un territoire. Et on a beaucoup d'ateliers de projets dans le cursus qui vont se faire en partenariat avec les collectivités territoriales, sachant qu'on va travailler bien sûr avec Nancy, mais on va aller bien au-delà parce que on est 3 écoles dans le Grand Est, mais par contre la Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, n'a pas d'école d'architecture, et donc on a vocation à expatrier entre guillemets nos étudiants dans des ateliers hors les murs pour aller diffuser cette culture architecturale dans les territoires qui ne bénéficient pas d'école d'architecture. Et enfin, ce qui nous semble aussi très important, j'ai parlé de la recherche, c'est que les thématiques de la recherche dont je vous ai parlé, donc la construction bois, la ruralité, l'histoire, et en particulier l'histoire locale, l'histoire d'architecture contemporaine, le numérique, que toute cette recherche-là soit pas cloisonnée dans l'école, mais nourrisse bien les enseignements de nos étudiants. Voilà, donc voilà pour cette première partie. Ça vous donne une idée on va dire, de ce qu'on veut porter, des valeurs et des
particularités de l'école d'architecture de Nancy. Donc avant que je rentre peut-être un peu plus dans le détail du cursus, des questions un peu plus techniques, Parcoursup, les critères de candidature, etc. Est-ce que vous avez des questions sur l'école comme ça de manière générale? Alors, je ne vais pas détailler tout le cursus. Voilà, là, vous avez l'architecture globale des études en architecture. Si vous voulez vraiment le détail du cursus, il y a des plaquettes qu'on vous transmet là au rez-de-chaussée, donc je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Simplement, pour balayer les choses, on va dire très, très largement, les études pour être architecte, pour avoir le diplôme d'état d'architecte, il faut 5 années minimum. Donc 3 années en premier cycle licence et 2 années en cycle master. Voilà, ça c'est une chose. Il faut savoir que vous pouvez faire le cycle licence dans une école et le cycle master dans une autre. Voilà, les transferts entre écoles sont tout à fait possibles et facilités. Il n'y a aucun problème. On parle du 3e cycle, donc là c'est un cycle recherche pour aller jusqu'au doctorat. Donc ça c'est peut-être un peu plus éloigné de vos préoccupations. Et pour être architecte et monter son agence et être habilité en fait à signer ses projets, il faut une habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Donc après le diplôme d'état d'architecte, il y a encore cette habilitation si les architectes le souhaitent. Et pour être inscrit à l'ordre également. Voilà. Alors, une fois qu'on a compris ça, il y a des petites particularités. Les étudiants peuvent faire une année de césure, donc ça c'est tout à fait admis et intégré dans le parcours, c'est même parfois très conseillé pour prendre un peu de recul, pour faire des stages, pour aller à l'étranger, voilà. Et en plus des échanges Erasmus qu'on propose, il faut savoir que c'est très court, 5 années pour acquérir toutes les connaissances pour être architecte, donc l'année de césure est parfois assez bénéfique. Et on propose des masters spécialisés. Donc les masters spécialisés, c'est des masters qu'on peut faire à l'issue du diplôme d'état d'architecte ou en double cursus aussi en master. Et donc on propose plusieurs masters spécialisés à l'école d'architecture de Nancy qui donne là aussi quelques idées de nos thématiques. C'est le master architecture construction bois qui est en partenariat avec l'ENSTIB. Alors l'ENSTIB, c'est l'école d'ingénieurs du bois qui se trouve à Épinal. Alors au-delà de ce master spécialisé, il faut savoir qu'on propose un double cursus qui permet d'avoir le double diplôme architecte et le diplôme d'ingénieur en construction bois. Ça, c'est aussi une possibilité. Alors là, c'est un peu particulier. Ça concerne vraiment des étudiants qui ont un profil plutôt scientifique, qui ont une capacité de travail importante et qui ont cette volonté d'aller plus loin dans la construction bois. Et du coup, à l'issue de 7 années, pour le coup d'études, ils peuvent avoir le double diplôme architecte-ingénieur bois. Voilà. Donc c'est différent du master spécialisé, hein. Ensuite, comme autre master spécialisé, on a design numérique et architecture. Donc là, on va approfondir les questions du numérique, justement, de la modélisation des bâtiments, en utilisant notamment l'outil BIM, qui est un outil qui non seulement modélise le bâtiment, mais aussi les réseaux, qui peut permettre de gérer tout ce qui est entretien, etc. Donc là, on va assez loin dans cette dimension-là. Et puis, un master qui est lié à l'histoire locale aussi, vers design et architecture, donc vers VE2RE, donc à la fois les arts verriers, le vitrage et le vitrage contemporain. Donc, pourquoi cette filière-là à Nancy? Parce qu'on est sur un territoire des cristalleries, donc c'est issu vraiment de cette histoire-là. Mais on va aller aussi sur les matériaux contemporains, sur les questions d'isolation, d'éclairement, etc. Voilà pour le cursus globalement. J'ai quand même mis pour info comme ça les matières de la première année. Pourquoi? Parce que ça vous permet de vous projeter en tant que lycéen, si vous êtes vraiment en première terminale là, sur votre dossier Parcoursup, pour que vous puissiez imaginer ce que
ce que serait votre première année dans les études d'architecture. Et on voit qu'il faut être assez pluridisciplinaire. Voilà. Et donc c'est ce qu'on va attendre de nos candidats, c'est qu'ils s'intéressent à beaucoup de choses. Les sciences, effectivement, hein, donc vous voyez, on va faire des matériaux, physique du bâtiment. Donc on est plutôt sur quelque chose, on n'est pas sur des maths fondamentales, on va être plutôt sur de la physique appliquée à la construction, mais bon, il y a une partie donc scientifique. Mais on va aussi avoir art et architecture, on va avoir culture de l'habité, ça va presque être de la philosophie, l'anthropologie, de l'histoire. Voilà, et on va aussi avoir des langues et des matières qui exigent d'avoir une aisance quand même dans l'expression écrite et orale. Donc, j'en viens aux critères un petit peu d'accès à l'école d'architecture. Pour être très pragmatique, donc on va regarder 3 grandes thématiques dans les dossiers scolaires. On va regarder le français, donc les notes du bac de français, parce qu'il faut savoir s'exprimer à l'oral et à l'écrit. Un architecte ne fait pas que dessiner, il doit présenter ses projets et par l'écrit aussi. Hein. D'ailleurs, les concours d'architectes se font plus à l'oral pour des questions d'anonymat, mais sur dossier. Donc, il faut savoir expliquer par écrit son parti pris, etc. Donc, les notes de français. Deuxième volet, les sciences. Donc, c'est pas forcément à tout prix spé maths. Voilà, on va regarder de toute façon le tronc commun. Mais ce qu'on veut voir, c'est ce côté assez cohérent dans toutes les matières, c'est-à-dire des bonnes notes en français, enfin des bons résultats en français, aussi dans les sciences, et troisième volet, ce qu'on appelle les matières d'ouverture, qui vont être en général les langues et l'histoire-géographie. Donc on fait une moyenne de tout ça. C'est c'est pas un logarithme je ne sais quoi très compliqué. C'est la moyenne de ces trois thématiques. Pour tous les bacs, c'est la même chose en fait. Voilà, parce qu'on accueille tous les bacs ici, dans l'école d'architecture. Et pour un tiers, on va faire la moyenne de tout ça. Un tiers, un tiers, un tiers. Alors, je vais tout de suite anticiper la question qui nous est toujours posée, c'est combien il faut avoir du coup, dans cette moyenne. Alors, on ne peut pas vous dire cette année combien il faudra avoir pour rentrer à l'école d'architecture de Nancy, parce que c'est l'offre et la demande. C'est-à-dire que plus on a de demandes, plus la barre va être haute. Voilà, c'est assez logique. Pour vous donner une idée, l'année dernière, il fallait avoir à peu près, en tout cas pour un bac général, pas pour les STI, mais pour vous donner une idée, pour un bac général, il fallait avoir 14,5 à peu près. Dans les 3 matières, dans la moyenne des 3 matières. Maintenant, on a chaque année plus de demandes. L'année dernière, on pensait qu'on allait baisser le niveau parce qu'on a augmenté le nombre d'admission à l'oral, parce que il n'y a pas que le dossier scolaire qui compte, mais après il y a un oral quand on est pris à l'oral, et donc on a pris beaucoup plus de candidats à l'oral en espérant un petit peu baisser cette limite là, mais en fait comme on a eu plus de demandes, ça a quand même été 14,5. Voilà, donc là on va rester sur la même jauge. Alors pour info, hein, je vais quand même vous donner quelques chiffres. L'année dernière on avait 1800 demandes. Et donc on prend 106 étudiants. Sur 1800 demandes, on en prend 600 à l'oral, ce qui est quand même beaucoup. En tout cas, on a à cœur d'en accueillir le plus à l'oral. Et la note de l'oral, une fois qu'on est pris à l'oral, compte pour 80%.
Donc là, c'est vraiment l'oral de motivation. Une fois qu'on a passé la barre de la sélection, on va dire, scolaire, c'est vraiment l'oral qui prédomine après dans la note pour le... Alors pourquoi on fait ça? Parce que on se rend compte que le dossier scolaire, il n'est pas forcément révélateur des motivations. En fait, en tout cas, puis c'est assez variable d'un lycée à l'autre, donc on va accorder beaucoup d'importance à l'oral. Voilà. Et donc, à l'oral, en entretien, il faut ressortir un petit peu là, tout ce que vous apprenez en allant dans les journées portes ouvertes et surtout expliquer votre parcours personnel. On n'attend pas des candidats ou des candidates qui nous sortent les plus grands architectes tout au long de l'histoire avec leur date de naissance et tout ça, c'est pas l'objet. C'est plutôt la motivation personnelle, la curiosité du candidat. Pourquoi il est arrivé, on va dire, dans cette démarche-là? Pourquoi l'architecture? Est-ce qu'il est engagé sur certaines questions localement? Est-ce que dans les associations, est-ce qu'il est curieux et est-ce qu'il a un regard critique sur son propre environnement, sur son quartier? Si tout le monde n'a pas la chance de voyager, par exemple, mais est-ce qu'il a ce regard un petit peu critique et engagé par rapport à ce qui l'entoure? Voilà, c'est un peu des choses comme ça qu'on va essayer de déceler, et ces fameux profils pluridisciplinaires, c'est-à-dire des candidats qui s'intéressent aussi bien aux sciences qu'à l'histoire, enfin voilà, des profils assez complets en fin de compte. Voilà. À ce niveau-là, je pense qu'on va juste attendre la fin de la deuxième partie pour laisser la place aux questions, mais peut-être Lara veut compléter. Nous, on a comme ça, si ce n'est oui que l'entretien de motivation, parce qu'on m'a posé la question, c'est un entretien de 20 minutes avec 2 membres de jury, 2 enseignants. Les entretiens de motivation se font à distance. Tous les entretiens sont en visio, parce que comme la plupart d'entre vous postulent dans plusieurs écoles, et on ne veut pas vous faire le tour de France des écoles, donc nous, on a pris le parti de les faire en visio pour ouvrir les entretiens à un maximum de candidats et être le plus équitable possible. Et les entretiens, c'est du 3 au 6 mai. Ce qui vous permet aussi, le fait d'être en visio, c'est que si vous devez en faire dans une autre école, de pouvoir tous les faire. Voilà, mais on laissera la place aux questions juste après cette deuxième partie. Là, je continue un petit peu dans le cœur de notre cursus. Donc, vous avez vu un peu les cycles, premier cycle, deuxième cycle, globalement. Ce qu'on propose à Nancy, c'est aussi une temporalité comme ça qui vient rythmer les semestres. Donc, c'est semestrialisé déjà. Et chaque semestre, on va avoir une semaine qu'on dit thématique, sur un sujet qu'on veut approfondir avec les étudiants. Par exemple, en première année, ils commencent par la semaine thématique dessin. Voilà. Ils commencent par dessiner dès le premier jour en première année, et ils font toute la semaine du dessin, d'observation, pour ne serait-ce que prendre conscience de leur environnement, tout simplement, savoir le représenter. Donc ils vont dessiner dans toutes les positions avec toutes les sortes de crayons, sur rhodoïde, sur papier, voilà. Et après ils font une petite expo à l'issue de cette première semaine. Et puis c'est aussi une semaine un petit peu de cohésion, on va dire, hein. Ça leur permet de faire connaissance entre eux. Ils vont dessiner en groupe, donc voilà, ils commencent par ça. Donc ça, c'est important de le savoir, parce qu'on nous demande aussi, est-ce qu'il faut que je sois un grand artiste pour rentrer à l'école d'architecture? Est-ce qu'il faut que je sache dessiner? Est-ce que voilà. Alors non, mais par contre, il faut s'y intéresser. Si vous savez pas très bien dessiner, vous n'êtes pas à l'aise, c'est pas grave. On est là pour apprendre, mais il faut avoir quand même envie de le faire, quoi. Il faut avoir envie de progresser, il faut avoir envie de représenter les choses. Voilà, il faut quand même que ce soit un intérêt partagé, on va dire, parce que le dessin reste important dans les études d'architecture. On va avoir d'autres semaines thématiques. On va avoir la semaine
transition écologique, par exemple, la semaine construction, où là on a un partenariat avec les compagnons du devoir, où là les étudiants vont construire eux-mêmes, ils vont faire une journée maçonnerie, une journée charpente, une journée chaudronnerie, une journée électricité, je crois, et une journée menuiserie. Voilà. Donc avec les compagnons, donc et dans l'esprit des compagnons. Donc c'est une expérience aussi. On va avoir alors cette année on a une semaine professionnalisante en master pour préparer nos étudiants tout simplement au monde professionnel, les candidatures, les entretiens d'embauche. Voilà, ça c'est tout nouveau. On n'avait pas de semaine intensive ou pas de semaine thématique lors du dernier semestre de master. On a trouvé cette semaine-là qui nous paraissait logique pour accompagner nos étudiants en insertion professionnelle. Voilà. Je voudrais juste préciser que sur le premier cycle, donc dans toutes les années, il y a des stages pratiques. La première année, c'est un stage ouvrier qui se fait donc avec les entreprises avec lesquelles travaillent les architectes. Et ensuite, il y a des stages pratiques en agence. Donc, tous les ans, il y a des stages, et y compris en master, il faut valider un stage pratique. Et on est en contrôle continu. C'est pas comme à l'université où il y a des parcelles en fin de semestre. Là, on est bien un peu comme au lycée, avec des rendus périodiques, réguliers. Donc, les études d'architecture, ça demande une méthode de travail et un engagement constant dans les études. Alors oui, le rythme de travail, c'est un sujet important et sans doute vous avez eu écho de quelques articles ou autres sur le rythme de travail en école d'architecture avec ce qu'on appelait, je vais employer le passé, les charrettes. Donc ça, c'est issu très clairement de l'école des Beaux-Arts où on trimballait les maquettes, etc., les rendus de projet au travers la ville avec les charrettes au moment de faire sa présentation. Donc on est très attentif aux questions de santé étudiante, à veiller que tous les rendus ne soient pas en même temps. Justement, l'intérêt du contrôle continu, c'est d'étaler les choses dans le semestre. Voilà, tout simplement. On sait qu'on a encore à y travailler collectivement, mais on est très attentif à ces questions-là. Pour autant, c'est un équilibre à trouver entre exigence. Voilà, c'est un diplôme qui est exigeant. Mais voilà, on essaye de trouver le meilleur équilibre possible entre la masse de travail à fournir pour justement être bien formé au métier d'architecte et garder quand même un équilibre de vie. C'est pour ça qu'il y a une vie associative également. Enfin voilà. Sur ces questions-là, il y a beaucoup de travail, mais c'est du travail de production, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme sur certaines études, comme par exemple les premières années de médecine, où on est sur beaucoup de connaissances à apprendre par cœur, etc. Là, on va avoir à la fois des cours magistraux, mais beaucoup d'ateliers, de TD, de travaux dirigés. Et il faut produire, il faut apprendre, mais il faut aussi beaucoup produire. C'est ça qui est peut-être un peu nouveau, parce qu'on va travailler des maquettes, des dessins, en volume, dans toutes les, voilà, on va dire dans toutes les dimensions. Donc ça demande du temps, ça demande à la fois de la réflexion intellectuelle et à la fois manuelle, donc c'est très complet. Et c'est ça qui peut être un petit peu déroutant parce que on ne prépare pas ça au lycée, ou très peu, ou seulement certaines filières, parce que le projet, c'est un exercice nouveau en soi. Aller chercher dans toutes les disciplines les connaissances qu'on a, on va dire, appris jusqu'à maintenant et le ressortir dans l'acte de créer un espace, une construction, une structure, c'est quand même assez nouveau. Donc voilà, ça il faut le savoir, c'est à nous, école, de l'apprendre, mais ça peut être un peu déroutant. Voilà.
Et c'est vrai que là, j'avais mis juste avant, je suis partie un peu dans le désordre là, mais les ECTS, là, c'était simplement pour vous dire que on est sur ce système-là qui permet toutes les équivalences possibles, aussi bien avec nos écoles européennes que d'autres cursus. Pourquoi ? Parce qu'on est aussi attentif éventuellement à pouvoir réorienter nos étudiants qui voilà, peut-être sont pas justement à l'aise avec l'exercice du projet. Ça arrive quand on essaye de recruter au mieux nos candidats pour qu'une fois qu'ils soient rentrés dans l'école, on puisse les former au métier d'architecte. C'est notre objectif. Il n'y a pas de sélection à l'issue de la première année, de la deuxième année. Tous les étudiants et étudiantes qui rentrent sont voués à terminer leurs études et à devenir architecte. Et on va œuvrer collectivement pour ça, en tout cas. Mais bon, ponctuellement, il peut y avoir quand même des erreurs d'orientation. Il peut y avoir vraiment dans toutes ces disciplines qu'on propose, des disciplines qui correspondent moins, où on est moins à l'aise, etc. Et du coup, là, il faut savoir que les études, certes, c'est en 5 ans, mais c'est pas non plus, on ferme aucune porte si au bout de 2 ans, les étudiants veulent aller ailleurs. On peut faire des licences pro. Après, à l'issue de la licence, on peut faire un master ailleurs qui complète bien la licence en architecture. Donc, il faut aussi un petit peu se rassurer par rapport à ça. C'est pas parce que quelqu'un n'ira pas jusqu'au bout qu'il aura perdu 3 années, par exemple. C'est pas du tout le cas. Alors, on a aussi des voyages d'études. Ça, forcément, c'est important pour former nos architectes. Des conférences qui complètent aussi la formation. Et j'avais mis ça... un petit peu le type de travaux que devaient fournir les étudiants. J'en ai un petit peu parlé. Et puis, je termine cette partie-là en insistant sur le fait de se projeter dans ces études-là, de bien se poser la question pourquoi le choix de l'architecture. Et j'en ai déjà un petit peu parlé, mais là, ce que j'ai rajouté, c'est aussi la volonté d'œuvrer pour autrui. Ça peut paraître évident, mais un architecte, il construit pas ou il réhabilite pas pour lui-même. Il le fait pour un usage, il le fait pour un territoire qui a besoin d'évoluer, il le fait pour des élus, il le fait pour il le fait pas pour lui, donc il doit avoir cette volonté-là de pratiquer pour le bien-être, pour le cadre de vie, pour l'intérêt collectif, je dirais. Il faut avoir ça en tête. Il faut aimer aussi bien il faut lire, se cultiver, aussi bien on va dire être stimulé intellectuellement que faire par soi-même, que toucher le matériau, que maqueter, voilà. Donc ça demande quand même d'être assez complet, on va dire, en tout cas dans les intérêts. Donc j'ai mis les arts, j'ai mis l'ouverture culturelle, j'en ai déjà parlé. Donc voilà, ça, il faut indirectement, il faut que ce soit sincère pour les candidats, mais il faut le ressortir dans les motivations, dans les lettres de motivation et dans l'entretien, etc. Voilà. Donc, on a terminé pour cette partie-là. Est-ce que vous avez des questions, du coup, vraiment, un peu plutôt pour Lara, qui se rapproche de moi non, très pratique, quoi. C'est-à-dire, sur Parcoursup, sur les entretiens, sur la manière dont on recrute les candidats. Voilà, n'hésitez pas. On va essayer de vous... Ah non, là. Ah, et il y aura, on vous a repéré, ouais. Donc bonjour déjà. Bonjour. J'avais juste une question par rapport, du coup, quand vous prenez les notes, est-ce que vous regardez aussi celles de première ou vous concentrez que sur celles de terminale? Alors, alors déjà, on distingue 2 types de candidats. Je vais reprendre. On distingue 2 types de candidats. Les terminales, ceux qui sont encore au lycée, et les bacheliers, c'est-à-dire les gens qui ont déjà obtenu le baccalauréat et qui sont en réorientation. Car pour l'accès en première année, donc c'est ouvert à tout le monde, qu'on ait le bac ou qu'on soit en terminale. Donc pour les terminales,
on va prendre pour les notes dès qu'on a une évaluation nationale, on prend une évaluation nationale. Donc par exemple pour le français, on va prendre les notes du bac français. En revanche, alors ça dépend des filières de bac, parce que je crois qu'au bac pro, ils passent l'histoire-géographie en première, ou peut-être les STI aussi. Donc là, on va prendre l'évaluation nationale. Mais pour le bac général, on prend première et terminale. Voilà. Mais des disciplines qu'on a dites. Merci beaucoup. Et pour les bacheliers, les candidats en réorientation, là, on va prendre l'évaluation nationale, c'est-à-dire les notes du baccalauréat. On ne va plus regarder les notes de première et terminale. Et c'est important parce que parfois, certains d'entre vous se disent que s'ils ne sont pas acceptés à l'issue de la terminale, ils ne pourront pas repostuler, ou s'ils ne sont pas été acceptés une fois, ils ne seront jamais acceptés. Ben non, parce qu'en fait, on ne regarde pas du tout la même chose une fois que les candidats ont obtenu le baccalauréat. Et pour les bacheliers, la note de dossier scolaire, c'est une petite partie de l'examen de la candidature, parce que là, on va beaucoup s'attacher au dossier complet, notamment à la lettre de motivation, aux intérêts personnels, etc., etc. Alors que pour les terminales, et c'est comme ça pour toutes les écoles, elles ont la même procédure pour les candidats en terminale. C'est présélection sur dossier scolaire, suivi d'entretien de motivation. Et la présélection de dossier scolaire, elle se fait uniquement sur les notes de dossier scolaire. Et votre lettre de motivation, les terminales, elle est fort importante, mais on ne l'utilisera qu'au moment des entretiens de motivation. Donc on va convoquer 600 candidats, et c'est pour ça qu'on disait qu'on ne peut pas établir la note de dossier scolaire qu'aura le dernier convoqué, puisque ça va dépendre cette année du nombre de candidats et de la qualité des dossiers scolaires. Nous, on va en convoquer 600 en fait. Donc aujourd'hui, on ne sait pas quelle sera la note du dernier appelé. Et concernant aussi, on a 106 places, mais il faut un peu temporiser parce que la plupart d'entre vous vont postuler dans 2-3 écoles, peut-être davantage. Donc nous, on a 106 places, mais on va classer des gens à l'issue des entretiens de motivation, on va en classer, je ne sais pas, 500. Et Parcoursup, il va appeler les gens qu'on a classés. Mais dans les gens que nous, on a classés, il y en a plein qui ne vont pas venir chez nous, qui vont aller dans d'autres écoles. Donc l'année dernière, pour obtenir nos 106 étudiants, on est remonté jusqu'à la 250e place. Donc voilà, ça vous permet de temporiser un peu. Et c'est comme ça pour toutes les écoles. Parce qu'il faut savoir que la plupart des candidats, ils postulent dans plusieurs écoles et ils sont pris dans aussi d'autres écoles. Alors pour compléter, il faut bien que vous vous renseigniez dans chacune des écoles dans lesquelles vous voulez postuler, parce que le ratio dont je vous ai parlé, un tiers, français, sciences, matière d'ouverture, il peut varier d'une école à l'autre. C'est notre choix à Nancy, mais ce n'est pas forcément le choix des autres écoles d'architecture. On n'a pas de concours commun, pas encore. Il faut postuler. C'est un choix, une école. Donc ça, on nous pose pas parfois la question, mais c'est bien ça. Et il est préférable que vous vous renseigniez dans chacune des écoles où vous voulez postuler, parce qu'on n'a potentiellement pas tout à fait les mêmes critères. Oui, et vous pouvez être présélectionné chez nous, mais pas dans une autre école, parce qu'ils ne vont pas retenir les mêmes notes. Donc il faut vraiment que vous voyez avec chaque école qui vous intéresse. Alors, moi j'ai une autre question qui concerne les langues. Quand on regarde vos enseignements, on a de l'anglais apparemment sur les premiers semestres de L1, et ensuite c'est indiqué langue au pluriel. Quelles sont les langues qui peuvent être étudiées ici au sein de l'école d'archi de Nancy? Et par ailleurs, est-ce qu'il n'y en a qu'une ou éventuellement plusieurs, sachant que vous proposez aussi donc des stages par exemple ou des semaines à l'étranger, je veux Italie, pays transfrontaliers, et que vous privilégiez aussi des Erasmus. Voilà, je vous remercie. Alors non, en fait, à l'école, on ne donne que des cours en anglais. Oui, alors on donne, et c'est en pleine... c'est en réflexion. C'est en pleine réflexion parce qu'il y a un sujet sur le niveau, la validation du niveau de langue en fait, parce que bon, on va rentrer dans des détails juridiques, mais en fait, jusqu'à présent, on demandait un niveau de TOEIC. Mais ça pouvait être les autres langues, ça pouvait être le TOEFL pour l'allemand, ça pouvait être je sais plus en espagnol, voilà. Mais en fait on n'a plus le droit de faire valider le niveau de langue par un organisme extérieur, c'est terminé. Donc on doit valider le niveau de langue en interne.
Et donc là, c'est là où on est un peu limité du coup, c'est qu'aujourd'hui, pour répondre à ça, on ne peut que le faire en anglais, on n'est pas structuré pour proposer d'autres langues. Voilà, donc c'est un peu réducteur, on en a conscience, donc il faut peut-être aussi qu'on y travaille, mais en tout cas là, c'est une réforme qui est toute récente en fait, qui date de cette année, donc voilà. Et donc c'est pour ça que là on vous propose que l'anglais pour le moment, en tout cas intégré dans notre enseignement, parce que voilà, avant on était beaucoup plus ouvert, mais en même temps on répondait pas à cette partie réglementaire. Donc, en revanche, pour le dossier Parcoursup, je précise, dans les notes que l'on retient, c'est la LV1. C'est pas l'anglais, c'est la LV1. Donc ceux qui ont allemand LV1, c'est bien la LV1 qu'on retient. Alors, du coup, pour ceux qui sont par exemple dans des sections binationales, où il n'y a pas de LV1 ou de LV2, alors il y a une LVA, une LVB maintenant, mais elles ne sont pas classées en LV1 ou LV2. Alors quand c'est comme ça, de toute façon, Parcoursup, il nous ressort un peu le dossier en exception parce qu'il nous manque une note et c'est examiné, géré manuellement en fait. D'accord, merci beaucoup. Bonjour. J'aurais aimé savoir si les notes du bac de spécialité, elles comptaient dans la sélection et si elles comptaient au même titre que le contrôle continu. Les spécialités, on ne les prend pas en compte, nous, à l'école. Alors, c'est ce que je disais, il faut voir avec chaque école quelle discipline elles retiennent pour la note de dossier scolaire, mais nous, ici, on ne les prend pas en compte. On prend tous les bacs, a fortiori, on prend toutes les spécialités, donc du coup, on ne peut pas les prendre en compte. On ne les prend pas en compte. En tout cas, pas au niveau Parcoursup, en fait. Au niveau Parcoursup. Ça nous permet d'accueillir tous les bacs, comme ça on prend tous les troncs communs. Par contre, si vous êtes pris à l'oral, là c'est pris en compte. Si on voit que vous avez pris des spécialités variées qui correspondent à nos attentes, admettons physique d'un côté et un profil un peu atypique, physique et histoire géopolitique par exemple, potentiellement ça va nous intéresser parce que ça montre que vous êtes un profil assez complet, justement, que vous allez à la fois chercher côté scientifique et à la fois côté histoire ou voilà. Par contre, là où on est prudent pour vous, c'est que ces profils atypiques avec des spé un peu variés comme ça, si je prends physique et histoire par exemple, ça correspond pas à d'autres cursus. Donc pour un plan B, c'est un peu compliqué. Si votre plan B, c'est une école d'ingénieur par exemple, non, il faut que vous preniez maths physique parce que eux, ils exigent maths physique, quoi. Si votre plan B, c'est plutôt histoire de l'art, là, ça peut peut-être coller, quoi. Donc il faut penser pour le projet études d'architecture, mais il faut aussi penser pour les plans B. C'est ça qui est un peu compliqué, en fait. Mais en tout cas, nous, on trouvera ça plutôt intéressant d'avoir des profils un peu comme ça, variés, quoi. Pas ou que littéraires ou que scientifiques. En fait, nous, on conseille que vous choisissiez les spécialités qui vous plaisent et où vous aurez les meilleurs résultats. Qui vous apportent quelque chose à titre personnel, en tout cas. Merci. Ouais. Alors, peut-être madame, et puis ensuite... Oui. Alors, en règle générale, les échanges Erasmus, en tout cas chez nous, ils ont l'habitude de partir plutôt en M1. Quelques-uns en L3, parfois en L2, mais c'est extrêmement rare. Mais la plupart du temps, c'est en M1. Et ça peut être de un semestre ou une année. M1, c'est première année de master. Donc, 4e année. 4e année. Il y a là, là-bas, après là-haut. Oui. Je voulais savoir pour les élèves qui sortent de 3 ans de DM-MAD, oui, pour entrer en licence 2, il me semble, comment ça se passe? Alors, pour les gens en réorientation, il y a peu de formations qui forment à l'architecture, donc les gens repostulent en première année. Il y a quelques diplômes, il y a quelques rares diplômes qui permettent
d'intégrer ce qu'on appelle le cycle des études d'architecture en cours de cycle, c'est-à-dire en deuxième année du premier cycle, en deuxième année de licence. Il y a 2 diplômes, c'est le BUT Génie Civil et ce qu'on appelle le DNMAD, mais mention espace. Le DNMAD, c'est le Diplôme national des métiers d'art et du design, c'est en école publique. Et dans la mention espace, donc pas la mention produit, pas la mention textile, c'est bien la mention espace, c'est ce qu'on appelle les anciens BTS design d'espace. Et au bout des 3 années de ce diplôme, on peut postuler en deuxième année dans les études d'architecture par la procédure qu'on appelle de validation d'acquis. Qui est une il est équivalent à celui de Parcoursup. On a une quinzaine de places en deuxième année. On a à peu près 1/3 de candidats de génie civil et 2/3 des métiers d'art et du design. Et alors, le DNMAD mention espace qui est plus donc en design, il existe dans les écoles privées, parce que ça c'est dans les écoles publiques, c'est assez, il y a peu de place, enfin c'est soumis à capacité d'accueil. Ces diplômes, ils sont aussi proposés dans des écoles privées, et là on est plus ce qu'on appelle des bachelors design d'espace, mais bon après c'est des écoles privées. Et je sais plus. Oui, bonjour. Au niveau du corps professoral, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le taux d'intervenants des professeurs qui travaillent à l'extérieur et qui interviennent en tant que formateurs, et une deuxième question sur le taux de réussite, les débouchés, les métiers de débouchés à l'école. Hop, alors les perspectives, ce sera juste la partie d'après. Merci. Donc oui, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé. C'est une bonne question, merci. Donc sur le corps enseignant, on a 55 enseignants titulaires et en tout une centaine d'enseignants, sachant que ce qui complète, c'est justement les intervenants extérieurs. Alors le corps enseignant, il est assez varié, mais en tout cas, pour enseigner l'atelier de projet, on a beaucoup d'enseignants qui sont praticiens eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils peuvent être enseignants titulaires et avoir une agence à côté. Et je dirais que la proportion, c'est quasiment moitié-moitié, quoi. Voilà. En général, les enseignants en sciences humaines et sociales sont plutôt des enseignants-chercheurs, donc engagés dans la recherche à l'école. Et les enseignants qui enseignent l'atelier de projet sont plutôt des enseignants praticiens. Donc on est à peu près sur ces proportions-là. Et on a aussi alors la plupart des enseignants sont architectes eux-mêmes, mais pas que. On a un enseignant titulaire qui enseigne l'atelier de projet, mais qui est paysagiste, par exemple. Et puis après, on a potentiellement des philosophes, ou en tout cas, on va convoquer d'autres matières, même des ingénieurs qui viennent forcément. Mais la plupart sont architectes ou chercheurs ou praticiens. Et dans les intervenants extérieurs, ça c'est vraiment très très varié. Mais beaucoup d'architectes praticiens, pas seulement. On fait venir aussi, je vais en parler, tout un tas d'autres métiers. Urbanistes, les architectes des bâtiments de France, les architectes du patrimoine. Voilà, donc, mais c'est vrai que la particularité des études, du corps enseignant en école d'architecture, c'est qu'on va avoir beaucoup d'enseignants praticiens, ce qui fait qu'on a un enseignement très professionnalisant, parce que là on est directement, il n'y a pas du tout, c'est pas cloisonné, c'est-à-dire que on travaille avec les confrères et les consoeurs architectes en fait en direct, quoi, hein. C'est sûr, au-delà même on travaille avec l'ordre des architectes, donc ça c'est un atout. Alors c'est un peu compliqué à gérer parce qu'on a des enseignants qui ont quelque part deux vies, voilà, mais bon, ça c'est à nous de faire en sorte que ça fonctionne, et ça fonctionne. Voilà. Et après, on a forcément les enseignants de langue qui sont pas architectes. Et puis, on a peut-être quelques plasticiens dans tout ce qui est les enseignements de représentation. Mais je dirais même dans les historiens, la plupart sont architectes en fait, hein. J'essaye de chercher, mais oui, c'est quand même une particularité. Ouais, voilà. Ça
C'est l'avantage de la pluridisciplinarité de la formation en architecture, en fait. Et sur les taux de réussite, donc comme disait Gaëlle Pérodin, on n'a pas de sélection à chaque année. Donc nous, le but, c'est de diplômer autant d'étudiants qu'on en a eu en première année. Mais évidemment, hein, on a forcément des étudiants qui souhaitent se réorienter. Ça arrive. Il y en a aussi qui vont peut-être, qui ne va pas forcément bien fonctionner. Mais à l'issue de la 3e année, on diplôme 90% de nos premières années. Et puis, c'est quand même, on est sur des études qui certes forment au diplôme d'études en architecture et au diplôme d'état d'architecte, mais on s'inscrit dans le système LMD, licence master, et donc ces diplômes permettent des passerelles vers les diplômes universitaires à n'importe quel niveau de la formation, soit après Bac+1, soit après Bac+2, soit après la licence. Donc ça leur donne un niveau Bac+2, Bac+3, donc ça permet de se réorienter assez facilement. Et il faut aussi savoir que contrairement peut-être à certaines formations universitaires, nous, on a quasiment la totalité de nos étudiants, quasiment la totalité de nos étudiants de 3e année qui vont aller vers le master aussi et qui ont leur place en master. Et c'est après que ça se colore, nous on appelle ça scolariser un petit peu en parcours, parce que comme c'est très divers les études d'architecture, après, la licence, c'est un socle de connaissances générales. Et puis après, en master, c'est là où ils font parfois des transferts vers des autres écoles qui proposent ce qu'on appelle des parcours un peu plus précis. Alors nous, ici, on a par exemple architecture et patrimoine, ville et territoire, mais il y a d'autres écoles qui vont proposer, je sais pas, architecture sous-marine, architecture montagne. C'est à ce moment-là que nos étudiants, ils commencent un petit peu à former leur projet professionnel, en fait. J'espère qu'on a bien répondu. Voilà, alors du coup, je vous propose de surfer sur votre question, puis on laissera la parole encore pour les questions après. On reviendra aux questions après. Je vais parler des perspectives, comme vous avez posé la question. Comme ça, j'y réponds tout de suite. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, je ne faisais pas de focus sur les perspectives, mais parce que les lycéens, c'est peut-être pas tout à fait encore leur démarche, mais les parents sont toujours quand même demandeurs de savoir sur quoi débouchent les études en architecture, et c'est bien normal. Donc je vous ai mis quelques focus qui sont des articles tout à fait récents. Si vous voulez avoir le retour de l'Observatoire de l'économie en architecture qui a été élaboré par l'Ordre des architectes. Donc vous regardez sur Internet, ça s'appelle Archigraphie, et vous aurez toute la synthèse de cette étude-là qui est toute fraîche, là, toute récente. Et je vous ai mis par exemple ce focus-là pour vous dire qu'en fait, c'est un peu, voilà, on compare un peu aux médecins. Je vais donner les chiffres, mais tous les étudiants trouvent du travail à l'issue de leurs études. Après, il faut aller là où on a besoin des architectes. Et la profession est en train d'évoluer, justement. Elle évolue parce que on a parlé des enjeux sociétaux, on a parlé des enjeux de transition écologique, la crise sanitaire, etc. La profession doit elle-même évoluer. Donc là, voilà, très clairement, il y a un besoin d'expertise en architecture, en urbanisme, dans les territoires ruraux. D'où, à Nancy, la création d'une chaire Nouvelle Ruralité pour travailler sur ces thématiques-là. Et les étudiants vont forcément avoir un atelier de projet qui va traiter de ça dans leur cursus. La revitalisation des centres-bourgs, le zéro artificialisation, et donc de fait la réhabilitation du patrimoine ancien. Voilà, on va être sur ces questions-là. Et je dirais la chance qu'on a à Nancy, c'est qu'on traite de ces questions-là depuis assez longtemps. Donc les ateliers hors les murs sur des parcs nationaux en territoires ruraux, on en fait depuis 20 ans, d'où la chaire Nouvelle Ruralité. Donc voilà, en tout cas, on est prêt pour ce défi-là. L'autre enjeu, c'est de former nos futurs architectes aux matériaux
biosourcés, aux filières courtes. Voilà, on ne va pas construire avec les mêmes matériaux dans le sud de la France que dans le Grand Est ou qu'à l'étranger. On va d'abord s'attacher à bien connaître son territoire, les filières locales, les ressources locales avant de concevoir un projet. Ça, c'est très important. Quand je parlais du projet d'école tout à l'heure et des valeurs de l'école, dedans on a la notion de projet situé. Et ben c'est très clairement dans cet objectif-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller, on n'est plus, en tout cas, on n'est pas dans la démarche d'une architecture internationale qu'on veut implanter n'importe où, n'importe comment. C'est plus l'objet. Donc j'en ai déjà parlé. Ce que je dis, c'est que voilà, moi j'ai fait mes études il y a plus de 20 ans. On nous formait à construire du neuf, quasiment exclusivement, voilà. Et ben aujourd'hui c'est plus du tout le cas. On forme aussi au neuf, mais c'est pas le plus compliqué de construire du neuf. Le plus compliqué c'est de réhabiliter avec des interventions qui intègrent l'histoire du bâtiment lui-même, l'histoire du territoire, qui comprennent les modes constructifs de l'époque en question et qui fasse en sorte que l'intervention d'aujourd'hui soit respectueuse du bâti d'hier. En fait, donc on est très clairement sur ces questions-là. Et là aussi, c'est vrai qu'on a la chance à Nancy d'avoir un master patrimoine. Donc Lara en parlait. En fait, en cycle master, on donne un peu des orientations pour que les étudiants puissent un peu affiner leur projet professionnel. Et on propose par exemple une filière architecture, histoire et patrimoine, où là, qui existe depuis 15 ans, je pense, 15-20 ans. Donc l'école est déjà sur ces questions-là. J'aime aussi donner des exemples de parcours qui ne sont pas habituels. Donc on forme les étudiants à être architectes en agence, ça c'est vraiment la base. Mais on voit que les parcours sont très très variés, on ne le sait pas toujours. Et il y a même des secteurs en tension. Par exemple, on a du mal à recruter des architectes des bâtiments de France. Il n'y a pas assez de jeunes, enfin il n'y a pas assez d'architectes qui s'intéressent à ce métier-là. Et chaque année, il y a des postes vacants pour architectes des bâtiments de France. Donc il y a aussi des... c'est pas des niches, mais enfin, il y a quand même des filières qui ont besoin d'architectes. Donc voilà, pour info, l'année dernière, pour le concours d'architectes des bâtiments de France, donc il y a 10 places en général chaque année. 3 places ont été, les 3 lauréats ont été issus de l'école d'architecture de Nancy, certainement grâce au master patrimoine. Voilà, donc on est quand même sur ces questions-là. Autre perspective, c'est, je cite notre présidente de conseil d'administration qui était là, qui est architecte de formation, Francine Aubry-Végien. Elle est directrice générale des services de la ville de Nancy. Voilà. Donc elle est architecte de formation. La directrice générale adjointe de Meurthe-et-Moselle Habitat, bailleur social, est architecte aussi, ancienne élève de l'école. La sous-préfète de Lunéville est architecte. Donc les portes sont vraiment très 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 variées en fait. Pourquoi ? Parce que tout simplement c'est une formation pluridisciplinaire et qui est recherchée dans beaucoup de domaines. Voilà. Et voilà, j'ai terminé par ça. Donc ça, c'est assez rassurant aussi. Et c'est valable à Nancy. Quand on fait notre remise de diplôme, en général, c'est 10 mois après le projet de fin d'études. Donc on demande à chacun des jeunes architectes de nous dire où est-ce qu'ils en sont. Et en général, ils trouvent tous du travail. S'ils n'ont pas de travail, c'est soit ils sont en transit, soit ils poursuivent des études, parce qu'on peut poursuivre encore en DSA, on peut, voilà. Ou ils ont choisi d'eux-mêmes de monter une micro-entreprise de photographie en architecture. Donc c'est pas tout à fait architecte, mais c'est quand même en lien. Mais voilà, donc c'est assez rassurant de savoir qu'on trouve du travail, peut-être pas toujours dans ce qu'on imaginait au départ, mais on trouve toujours du travail à l'issue
des études. Voilà, donc c'est important aussi d'apporter un peu d'optimisme dans ce contexte et pour voilà, encourager nos jeunes qui seraient motivés pour l'architecture. Voilà, donc je vous remercie et là on peut laisser encore la place à des questions sans souci pour celles et ceux qui le veulent. Voilà, alors... Bonjour, donc je voulais revenir sur le recrutement, donc mis à part l'oral, est-ce que par hasard vous aviez des profils particuliers de bac? Est-ce que vous avez des quotas, on va dire? Alors, en fait, statistiquement, donc déjà, tous les bacs permettent d'accéder aux études d'architecture. Et statistiquement, on a 90% de candidats qui sont issus de la filière générale. Je sais pas, 5% des filières technologiques, peut-être un peu plus, et puis 3 ou 4% des filières pro. Et en fait, on respecte cette proportion au moment de la présélection. Donc, on va convoquer statistiquement autant de candidats que de... Enfin, on va respecter la proportion. C'est sûr qu'aux entretiens, on aura plus de 90% issus de filière générale. Mais c'est statistique, en fait. Et alors, voilà, pour vous donner une idée, c'est vrai qu'on a donné la ligne un petit peu pour les bacs généraux. On a parlé de 14,5 l'année dernière pour la moyenne. Par contre, on se rend compte pour les bacs, par exemple, STI, on est plutôt sur 17 de moyenne. Donc c'est vraiment voilà, plutôt les majors de promo qui... Voilà. On pondère la note en fait, pour faire notre classement de présélection et on constate que les résultats en filière, par exemple pro, sont plus élevés, donc on pondère pour respecter la proportion de candidats dans chaque filière. Bah, vous venez de répondre à ma question en fait. Ah bah super. Donc pas besoin de compléter, ça va? Ok. Bonjour. Oui. Je voulais savoir l'année de césure dont vous parliez. Elle peut avoir lieu à n'importe quel moment ou à la fin seulement d'un cycle ou à la fin de la première année ils peuvent en faire une. Les césures, elles se font à n'importe quel moment du cycle, mais normalement c'est jamais en fin de cycle. D'accord. On ne peut pas clore un cycle par une année de césure. En revanche, on peut en commencer un par une année de césure. Je dis ça parce qu'en règle générale, nos étudiants entre en M1, ils font une année de césure. Par exemple, quand ils ont fait un échange Erasmus en troisième année, eh ben, c'est assez fréquent que ils continuent leur expérience à l'étranger par une année de césure en M1, par exemple. Donc on ne peut pas clore un cycle normalement par une année de césure, mais on en commence un. Et alors, ça arrive extrêmement rarement, mais on pourrait commencer en M1 potentiellement par une année de césure. Ça arrive jamais. Hein, mais, Et l'année de césure, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Oui. En fait, ils nous font une demande où ils motivent en disant, je sais pas, ils ont un projet, ils veulent faire voyager. Voilà. C'est assez fréquent. Surtout dans les études d'architecture où, comme on vous dit, les gens sont très curieux, et ils aiment bien se projeter, faire des choses, donc on ne les empêche pas de le faire. En fait. D'accord. Merci. Oui, là. Merci. J'aurais aimé savoir s'il y a des différences à l'admission entre les candidats généraux et ceux qui viennent de double diplôme, par exemple moi qui suis un Abibac. Merci. De double diplôme comme Abibac. Alors, comme j'ai expliqué, on prend les notes que j'ai citées quand c'est possible. Et, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais quand Parcoursup il ne sait pas trouver ses notes, le dossier ressort, on l'examine pas manuellement, mais plus attentivement pour retrouver les disciplines qui nous intéressent. D'accord, merci. On ne favorise pas spécialement, mais on étudie de manière tout à fait équitable ces dossiers-là qui sont étudiés manuellement, si quand même en fait. Ils sortent de la moulinette entre guillemets Parcoursup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, plus de questions. Si. De bachelier, vous voulez dire? Oui, concernant les dossiers en bac plus 1, par exemple, où on a déjà notre bac, est-ce que vous examinez les notes de l'année en bac plus 1?
Alors, en fait, c'est pas un prérequis, sachant qu'en réorientation, on peut avoir des gens qui ont fait des études en rapport avec l'architecture ou qui ne sont pas en rapport avec l'architecture. Donc, c'est pas discriminant d'avoir fait des études qui ne sont pas en rapport avec l'architecture. Vous avez tout à fait le droit de vous réorienter, comme je l'ai dit peut-être tout à l'heure, après une PACES. Donc, ça ne va pas vous porter préjudice. Donc, on peut les regarder quand ça a un rapport avec l'architecture. Par exemple, quelqu'un qui a fait histoire de l'art ou génie civil, c'est quand même intéressant de savoir quelle note il a pu avoir. Mais si vous avez fait PACES, on ne va pas les regarder. Enfin, ça ne nous intéressera pas. Mais c'est vous qui allez aussi expliquer dans vos lettres de motivation pourquoi vous vous réorientez, et vous avez tout à fait le droit de vous réorienter en fait. D'accord. Et dans mon cas, c'est une formation en Bac +1 du Centre national des arts et métiers en architecture et construction, donc ce sera des notes qui seront regardées, je pense. Si vous jugez important, ça peut être regardé, parce que c'est quand même en rapport avec l'architecture. Oui. Donc, mais c'est pas discriminant en soi, parce que du coup, ça fait partie du dossier global en fait. D'accord. Nous, on ne discrimine pas les gens qui n'ont pas fait d'études en rapport avec l'architecture non plus. D'accord. Et j'avais une autre petite question. Est-ce que sur Parcoursup, c'est possible de mettre des pièces jointes? Non. Ou d'un portfolio on nous pose des questions sur les dossiers de travaux. Les terminales, c'est clair que c'est présélection sur dossier scolaire, suivi d'un entretien de motivation. Et c'est un entretien de motivation, c'est une conversation avec le jury. Donc on ne peut pas fournir de travaux, puisqu'on ne peut pas demander de prérequis en dessin, etc. Sur les bacheliers, ils ont la possibilité au moment de l'entretien de montrer des travaux au jury. Mais ça, c'est que pour les bacheliers. Et on ne peut pas normalement joindre de travaux, en tout cas on ne les regardera pas au moment de la présélection sur Parcoursup. D'accord, mais pour l'entretien, oui. Si on est pris en entretien, c'est possible. Alors faites attention, par contre, chaque école a ses propres dispositions aussi. D'accord. Là oui, on parle bien de Nancy. On parle à Nancy. Oui, je parle pour Nancy, voilà. Bien sûr. Oui. Par contre, si vous avez des bons résultats, en plus c'est dans le domaine de l'architecture, il faut le valoriser vous-même via la lettre de motivation, comme on fait un recrutement un peu plus en détail à ce moment-là. Vous-même valorisez-le, c'est-à-dire si c'est le cas, si après vous n'avez pas de bons résultats, n'en parlez pas, mais j'imagine que oui, voilà. Dans ces cas-là, c'est vous-même aussi de le valoriser via la lettre de motivation pour inviter le jury à aller voir les résultats, vu que c'est pas forcément un prérequis. D'accord, voilà. Merci. Et donc, je ne sais plus si je l'ai dit à cette conférence ou à l'autre. Donc pour les terminales, c'est présélection sur dossier scolaire avec les critères qu'on a évoqués et un entretien de motivation. Pour les bacheliers, la présélection, elle se fait vraiment en détail sur chaque dossier. On n'examine que les notes du baccalauréat. On ne regarde plus les notes de première et terminale. Et la lettre de motivation est importante. Les centres d'intérêt, c'est important. On va vraiment tout regarder là. Donc pour ceux, comme je dis toujours, qui pensent qu'ils s'ils ont raté une fois, ils ne peuvent pas se représenter parce qu'ils n'ont pas été pris en terminale, on ne regarde plus du tout les mêmes choses. Alors c'est une conversation avec le jury. Donc par exemple, ce n'est pas un questionnaire préétabli, c'est vraiment en fonction de comment s'engage la conversation, et c'est vraiment la motivation qui est testée. Comme on l'explique, on n'a pas besoin de prérequis, d'avoir bachoté des connaissances en architecture, c'est vraiment la motivation. Donc en fonction du candidat, la conversation, elle peut s'orienter différemment, mais ce qu'on va vraiment rechercher, c'est la curiosité, l'intérêt pour les questions architecturales. Si vous êtes venu aux journées portes ouvertes, c'est important parce que exprimer qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous attire dans les études d'architecture. Enfin, c'est vraiment votre motivation, votre projet d'études, c'est ça qui est intéressant. En fait, l'entretien, pour compléter ce que dit Lara, l'entretien dure 20 minutes. On n'exige pas, par exemple... ça peut dépendre, il y a un peu de surprise, parce que sinon, voilà. Mais ça peut dépendre des jurys. Donc, le jury, il est composé de 2 personnes, en général 2 enseignants. Le jury peut demander quand même 5 minutes de présentation pour au moins présenter ses motivations dans un premier temps.
et après va rebondir sur ou un détail de sa lettre de motivation qui va faire écho aux études ou qui va questionner le jury. Donc ils vont potentiellement faire référence à ça. Ils vont se servir peut-être d'un autre détail, d'un autre média pour dire tiens, ou dans l'actualité, est-ce que ça vous parle? Est-ce que voilà, l'idée étant que on recherche vraiment, on va dire, l'intérêt personnel, enfin vraiment une démarche personnelle, qu'on ne soit pas dans quelque chose de scolaire ou de très préparé, mais que le lycéen ou la lycéenne ou le candidat ou la candidate sache exprimer lui-même de manière très personnelle ses motivations pour les études en architecture. Donc la porte d'entrée, ça peut être la JPO, voilà. On a vu dans la lettre de motivation que le candidat est venu à la journée porte ouverte. Qu'est-ce qui vous a marqué dans la visite? Et puis du coup, la conversation enchaîne comme ça et se fait assez naturellement. Et c'est vrai que alors si le candidat ou la candidate est un peu sèche, pas de panique. Voilà, on trouve toujours un moyen. Voilà, quelle est votre dernière sortie culturelle, mais ça va toujours être dans l'idée de comprendre l'intérêt personnel, hein, donc vraiment c'est pas du bachotage, il faut pas aller chercher je ne sais quelle connaissance, voilà, mais c'est vraiment dans le parcours, qu'est-ce qui fait écho en fait au profil qu'on attend d'un futur étudiant en architecture, quoi. Voilà. Et c'est 20 minutes, donc c'est vrai que c'est très court. Oui, c'est assez court. Donc il faut aller droit au but, quoi. C'est vrai que celui qui réfléchit 5 minutes voilà, il faut quand même avoir les idées claires. Mais déjà quand on a fait l'exercice de la lettre de motivation, c'est déjà pas mal. Il faut valoriser peut-être le stage en 3e, même si c'est pas dans une agence d'architecture. Pour dire c'est pas ça que je veux faire. Mais par contre, voilà, enfin, il faut vraiment il faut que ce soit personnel. Il faut vraiment qu'on recense la démarche personnelle et je dirais même l'engagement, la volonté d'œuvrer pour voilà, dans un contexte particulier. On apprécie qu'on fasse référence à l'actualité, à la transition écologique, enfin tout ce qui est quand même aujourd'hui prégnant, quoi.